Bonjour tout le monde, bienvenue sur le site Echatos Verboom. Donc aujourd'hui je vais pas, c'est un peu exceptionnel, je vais pas faire une enquête. Mais par contre je souhaitais donner un petit coup de pouce à des gens que je connais très bien qui ont une ferme. Ça s'appelle la ferme Groning. Ça se trouve du côté de Neufchâtel-en-Bray, hein, c'est sur Gruménil. Pourquoi je fais cette vidéo un peu particulière, c'est que cette ferme est un peu spécifique. Pourquoi? Parce que comme dans toutes les fermes, vous allez y retrouver vaches, veaux et autres. Sauf que là, nous sommes sur une ferme proto-historique. Voilà. Donc vous allez y retrouver des animaux qui sont totalement différents de ce qu'on peut rencontrer dans une ferme, entre guillemets, je vais dire standard. Et cette ferme, elle mérite d'être visitée de façon à ce que nous puissions la faire connaître, parce que cette ferme a besoin de se faire connaître et vous permettre de tout simplement partir en famille un week-end, enfin un week-end, une journée, voilà. Donc je vais remonter l'allée. En plus, on est vraiment dans le cœur du pays de Bray. Voilà. Voilà. On sent déjà les animaux. Voilà, donc cette ferme, voilà, vous pouvez faire une visite aux animaux, hein. C'est sur rendez-vous. Et franchement, en famille, ça vaut le détour. Moi, je l'ai faite il n'y a pas longtemps avec la famille. Avec les enfants, ça leur a super plu. Donc je vais remonter. Donc il faut savoir que c'est une personne que je connais bien. On a fait la reconstitution ensemble pendant un temps avec une association. Puis maintenant, voilà, on se connaît très très bien. On a tendance à se voir sur les camps aussi. Parce qu'en plus de faire du paranormal, je fais aussi autre chose. Je vais mettre en vision nocturne. Hop. Je fais la reconstitution historique depuis 20 ans maintenant. Bon, enfin bon, je suis pas là pour parler de moi. Bonjour. Le chef arrive. Le chef arrive. Est-ce que tu peux te présenter un peu, Nathalie? Donc, il vient de le dire. Nathalie, je suis la conjointe collaboratrice de Fred et on fait partie de la ferme Groning. Voilà. Est-ce que vous pouvez, mettez-vous l'un à côté de l'autre, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire de cette ferme, pourquoi vous en êtes arrivé à cette idée de faire une ferme proto-historique, un peu une ferme totalement différente de ce qu'on peut rencontrer sur une ferme standard, on va dire? L'histoire, ça remonte à mon adolescence. Il y a un de mes oncles qui a fait notre arbre généalogique et il est remonté jusqu'au Moyen-Âge. Il nous a dit évidemment qu'en tant que Normand, on descendait des Vikings. Après, dans les années 2000, j'ai fait partie d'une association. Après, j'ai fondé ma propre association et donc à un moment, comme j'avais tous mes diplômes agricoles, j'ai essayé de concilier les deux, ma pension pour l'histoire de la Normandie et des Vikings avec mon métier, l'agriculture. D'accord. Et donc les animaux que tu as dans ta ferme, Fred, on va se tutoyer, comment dire, ce sont des animaux, comme je disais en préambule, un peu particuliers. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Pour la plupart, on a 19 espèces d'animaux à l'heure d'aujourd'hui sur la ferme. On en a une bonne quinzaine qui sont attestés à l'époque des Vikings. Donc on a essayé de reprendre les animaux qu'on avait dans tout le nord de l'Europe, aux alentours de l'an 1000 à peu près. D'accord, donc là les animaux qu'on a dans ta ferme, ce sont des animaux qu'on aurait pu connaître à l'époque du Moyen-Âge, si je comprends bien. Alors, connaître, oui et non, puisque évidemment que les animaux ont évolué, mais ils ressemblent beaucoup aux animaux qu'on pouvait avoir à l'époque. Très bien, donc c'est un peu un livre d'histoire vivant en venant directement à ta ferme. Ça peut permettre aux enfants de découvrir autre chose que
que, enfin pas autre chose, mais en tout cas découvrir réellement les animaux comme ils pouvaient éventuellement être, même s'il y a eu des modifications par le temps, par rapport aux livres d'histoire et de ce qu'ils peuvent voir. Tout à fait. Nous, en fait, on peut faire donc de l'histoire vivante, aussi bien donc avec les animaux. C'est pour ça qu'on est agréé ferme pédagogique par le rectorat et par la chambre d'agriculture. Donc aussi bien l'histoire de l'agriculture à travers le temps, et donc aussi aborder par la même occasion les Gaulois, les Vikings, les Francs, les Carolingiens, un peu toutes les histoires, puisqu'on a des animaux évidemment qui étaient présents à l'époque des Vikings, mais qui étaient aussi présents avant. D'accord. Est-ce que éventuellement on peut faire un petit tour de la ferme pour voir montrer un petit peu aux gens qui vont visionner cette vidéo ce que tu peux proposer lors de ta visite? Alors bien entendu, on va pas faire une visite complète parce que le but c'est quand même que les gens découvrent en vrai les animaux que tu as à ta ferme. Alors, par exemple, là tu as des chevaux. Donc on a 2 races de chevaux sur la ferme. Là on a 2 juments. Celle de gauche c'est une tarpan, donc le cheval sauvage européen. Et celle de droite, c'est une fiorne. Donc le tarpan, cheval des Gaulois, et le fiorne, cheval, une des races de chevaux qu'avaient les Vikings. D'accord. Donc les Vikings utilisaient les chevaux pour la guerre? Non, uniquement pour se déplacer. On n'a pas de cavalerie comme chez les Carolingiens qui sont à la même époque, à proprement parler. Les chevaux ne servent que pour se déplacer, pas pour les travaux agricoles, parce que les travaux agricoles, on va faire ça avec des bœufs, avec des vaches. Les chevaux ne servent que pour se déplacer. D'accord. Ok, donc je vois que tu as des oies aussi, c'est ça? Oui, alors on a de l'oie normande. En ce moment, elles sont en train de couver. On a quelques oisons qui sont sortis. Donc on a plusieurs races d'oiseaux sur la ferme. On a de la poule de Gournay, l'oie normande, différentes races de... Pas contente. Différentes races de faisans. Là, c'est un jar. D'accord. Et quelle est la particularité de l'oie normande? Alors, l'oie normande est le seul type d'oie où on a les yeux bleus. D'accord. Et où le mâle et la femelle, on peut les reconnaître. Le mâle étant tout blanc, là, celui qui est en train de se laver dans le bac d'eau, c'est un jar, c'est un mâle. Ouais. Et les femelles sont blanches et grises. D'accord. Je vois que vous avez des œufs. Est-ce qu'ils sont en train de couver actuellement? Il y en a qui sont en train de couver, qui finissent la couvaison. Ouais. Il y a quelques petits oisons qui sont déjà sortis. On en a d'autres qui vont bientôt sortir. Oisons que vous élevez entre guillemets un petit peu chez vous, quoi. C'est une ferme. On en a certains qu'on va élever dans la maison pour les imprégner, pour que les enfants et les parents puissent pouvoir les caresser. Ouais. Avoir des animaux complètement sociables. D'accord. Et après, on a d'autres qui sont élevés comme des oies classiques par leurs parents dans le pré. Ok. Très bien. On va continuer à ce moment-là. J'ai vu que tu avais pas mal de petites bêtes ici. Je vais mettre la vision nocturne. On la verra un peu mieux, je pense. Hop, voilà. Alors là, c'est le troupeau de moutons de Soé. Pour l'instant, ils sont toujours dans la bergerie parce qu'ils n'ont pas fini, toutes les mères n'ont pas fini de mettre bas. Et après, ils vont ressortir dehors. Et pour certains vont aller en éco-pâturage chez des particuliers pour entretenir leur terrain. D'accord. Donc le mouton de Soé est la première race de mouton qui est apparue en Europe. D'accord. C'est les origines de ce mouton-là, c'est apparu en Europe, mais est-ce qu'il y a des origines plus anciennes? Est-ce que ça a été ramené? Alors ça a été ramené par toute la civilisation nadubienne. Il faut savoir qu'on a 3 animaux de la ferme qui n'existent pas dans la nature, Ouais. les vaches, les moutons et les cochons. Et toute l'agriculture a été créée, fabriquée dans le croissant fertile, donc au Moyen-Orient, au niveau de l'Irak, la Mésopotamie. Donc toutes les races de moutons descendent des premiers moutons, des premiers mouflons qu'on a domestiqués, donc qui viennent de Mésopotamie. D'accord. Ok. Merci. Allez, on va continuer à faire une visite rapide. Je vais remettre en vision standard. Voilà. Cette ferme, elle a combien de temps à peu près? Elle existe depuis, enfin elle a été construite, vous avez peut-être un historique de cette ferme? Au niveau des bâtiments, les bâtiments les plus vieux qui vont être le four à pain et une des caves datent d'avant la Révolution française. D'accord. Ouais, donc, Et après pour les bâtiments les plus jeunes
qui vont être les bâtiments derrière la tente à perche et la tente viking, datent du début du XXe siècle. D'accord. En plus d'avoir des animaux, vous avez aussi un des lieu bâtiments qui ont 300 ans pour les plus vieux. Ouais, donc ça reste quand même des bâtiments aussi historiques, ce qui est le but. Alors là, je vais me mettre en vision nocturne cette fois-ci aussi. Ça permet de pouvoir mieux voir les animaux dans la pénombre. Alors, je vois que tu as un animal un peu particulier ici. Nathalie est en train de le caresser. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui vont visionner cette vidéo? Alors là, on a un bébé auroch. Nous avons des aurochs, donc comme je vous disais tout à l'heure en préambule, les vaches n'existent pas dans la nature. On a attrapé des aurochs, donc une race de bovidés sauvages, et on l'a domestiqué pour créer les bovins. Donc ça, c'est un bébé auroch reconstitué. Il a moins d'1 an. D'accord. Normalement, un auroch sauvage dans la nature, à l'époque, ça faisait 1,80 m au garrot, 1,5 tonne et 1,50 m de corne. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment une belle bête et c'était vraiment utilisé pour... là, on était sur de la... Alors, l'auroch sauvage était chassé pour sa viande. Il faut bien penser que l'auroch était un animal qui chargeait systématiquement. On avait des aurochs évidemment en France et les Vikings les chassaient. Et après, on a des légendes, notamment en Scanie, une province danoise du Xe siècle, où les rois reviendraient en Scanie quand les aurochs pourraient revenir. Évidemment qu'ils ne sont pas revenus et les rois non plus, puisque donc la Scanie était sous la coupe du Danemark et que tous les aurochs avaient disparu à ce moment-là déjà de la Scandinavie. Donc quand tu dis animal reconstitué, c'est-à-dire que vous avez essayé de retrouver génétiquement ce qui existait à l'époque pour le recréer, quoi. C'est un peu comme de la reconstitution historique, non? Oui, c'est des animaux qui ont été recréés entre les deux guerres. Où à l'époque, alors on n'est pas sur de la manipulation génétique comme on peut faire maintenant, on est simplement sur un travail de sélection où on a pris différentes races de vaches et en croisant les différentes races de vaches, on a essayé de recréer l'auroch. Donc on a pris de la Highland, on a pris du taureau de combat espagnol, du taureau corse et beaucoup de vaches allemandes puisque c'est des Allemands qui ont recréé l'auroch. D'accord. Bon, là on le voit, il est tout petit. C'est un bébé, oui. C'est un bébé c'est vraiment un bébé. Avec un peu de chance, on va peut-être voir le grandeur nature, enfin le grand modèle. Qui est un peu plus, qui est plus vieux, il a 5 ans. Ouais. Mais il est, j'espère qu'Onyx, notre bébé là, sera plus grand, plus gros et surtout plus de cornes. Il est bien parti pour être plus grand, plus gros et plus de cornes. Bon bah. On espère. Et en plus, on est les seuls à pouvoir proposer en France, à ma connaissance, de pouvoir caresser, manipuler, proposer sur les fêtes, en tout genre, fêtes médiévales ou fêtes agricoles, de montrer un auroch qui est complètement manipulé. Oui, parce que votre, quand je dis votre, c'est vous deux, vous ne faites pas que de la ferme, vous faites aussi la reconstitution historique, donc vous allez sur les camps médiévaux et l'avantage que vous proposez, enfin l'avantage, la différence que vous proposez sur des associations autres qu'on pourrait voir, c'est vraiment la présentation de vos animaux, quoi. Voilà, et vraiment de dire qu'on a vraiment des animaux qui sont attestés à l'époque et de montrer des animaux qu'on pouvait avoir aussi bien en gaulois qu'en viking, qu'en carolingien, parce que même si on prend au niveau de l'an 1000, les animaux qu'on va avoir en Scandinavie vont être différents que ceux qui vont être en France. On n'a pas les mêmes animaux. Donc comme juste à côté, on a une deuxième race de bovins, où là c'est un breton pied noir, c'est la race de vaches qu'avaient les Gaulois. Les Gaulois avaient des petites vaches qui mesuraient qu'1 mètre au garrot. Donc là, lui, il serait... Alors, il n'est pas adulte, évidemment, et comme je vous disais tout à l'heure, les races ont grandi. Mais si on était à l'époque des Gaulois, il y a 2500 ans, il aurait la taille des vaches des Gaulois. D'accord. Ok, on va continuer. Donc là, on est sur... Alors là, pareil, on est sur un bouc défaussé et un autre bélier d'Essoé. Bouc défaussé, type de chef qui peut ressembler plus aux chefs qu'on avait au Moyen-Âge. À la limite, toutes les chefs de terroir avec des longs poils font penser aux chefs qu'on avait au Moyen-Âge. D'accord.
Donc tout ça, vous pouvez bien entendu le visiter en venant à la ferme Groning. Et il y a certains animaux que vous aurez même la possibilité de caresser. Alors là, tu as une bête un peu particulière. Alors oui, on a un mouton de Jacob, donc un mouton à 4 cornes, que les Vikings ont été chercher en Irak. Donc ils l'ont ramené sur leur bateau comme animal de compagnie, je pense, parce que simplement chez eux ils avaient du mouton pour la plupart du mouton de Soé. Ouais. Après on a quelques races qui ont progressé au fil du temps. Mais comme nous, je veux dire, les Vikings ont fait des voyages, ont vu des animaux qui étaient bizarres pour eux et les ont ramenés chez eux pour montrer d'autres types d'animaux. Donc c'est vrai que quand ils ont été au Moyen-Orient, avoir des animaux à 4 cornes, c'était bizarre pour eux par rapport à leurs moutons juste à 2 cornes. Qu'est-ce qu'ils avaient comme animaux de ferme, les Vikings, à l'époque, avant qu'ils fassent leur, entre guillemets, leur raid, leur voyage longue distance? Les mêmes que nous, des vaches, des poules, des cochons, des chevaux, des chèvres, des moutons. Pas forcément les mêmes que nous, c'est ce qu'on essaye de montrer ici, mais ils avaient les mêmes animaux que nous, évidemment avec des différences par rapport plus sur le continent, puisqu'on est sur un climat qui va être beaucoup plus froid, et même par rapport aux différents lieux dans la Scandinavie, donc entre les différents Vikings. Si on était norvégien, suédois, danois, ou même islandais après, on n'avait pas les mêmes animaux puisque le climat n'est pas le même. Ouais, d'accord. Ok, on va continuer. Merci pour ces infos très instructives. Hop. Donc là, tu as des animaux un peu particuliers qu'on va jamais rencontrer dans une ferme. Ce sont les animaux pour les enfants que le Père Noël il a. Pour tirer son traîneau, ce sont des rennes, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, il faut bien savoir que les rennes étaient présents par chez nous il y a 15 000 ans. D'accord. Les rennes, il y a 15 000 ans, allaient jusqu'à la Loire, donc jusqu'à Tours. D'accord. Donc pourquoi on a des rennes? Alors aussi pour faire les animations de Noël avec le Père Noël, où on présente une ferme, la ferme des lutins. Mais aussi pour expliquer que les rennes, les Vikings pouvaient en chasser et faisaient le commerce de peau de renne avec le continent, avec les Arabes, les Carolingiens et les Anglo-Saxons. D'accord. Donc ce sont des rennes qui sont, alors peut-être pas le premier, mais ils sont tous nés en captivité, ils sont tous nés à la ferme? Tous nés en captivité. Alors celle qui est juste devant, c'est notre plus vieille, c'est notre maman qui est ici. Elle attend son 3e bébé qui va naître sur la ferme. Et l'autre petit mâle qui est devant nous, c'est son dernier. Il a 2 ans lui. D'accord. Et au niveau caractère, c'est comment un renne? C'est plutôt cool, faut s'en méfier? Ça dépend du caractère, des animaux, comme tous les animaux. Ouais. Mais c'est pas forcément pour les mâles des animaux sociables au moment de la reproduction. Donc ça veut dire qu'au moment de Noël, c'est pas des animaux qui sont très très sociables. D'accord. Après, les femelles ou les mâles castrés, eux, sont relativement sociables. D'accord. Super. Allez, on continue. Ouais, donc tu fais des fêtes médiévales en même temps, enfin des fêtes médiévales, mais aussi l'hiver tu fais des animations. Des animations, et même l'été on fait des fêtes agricoles classiques. D'accord. Où, au lieu de montrer des vaches noires et blanches comme on voit partout, de la Primolstein pour faire du lait, ou des cochons roses, ou des choses comme ça. Donc nous on vient avec nos animaux de race ancienne pour montrer donc le début de l'agriculture. Donc encore une fois, on fait le parallèle entre l'histoire et l'agriculture. Même sur des fêtes agricoles, ça passe très très bien. Et on éduque les gens à leur montrer d'autres espèces d'animaux, pas que des cochons roses. On a du cochon laineux aussi, donc du cochon à poil, qui sont dans un de nos parcs aussi. D'accord. Donc là, tu as des paons. Oui, on a des paons et des faisans.
Donc pourquoi on a ce type d'animaux ici dans la ferme? Tout simplement parce que les paons, les faisans, les poules, tous ces animaux-là ont été ramenés d'Asie, soit par les Gaulois, soit par les Grecs. D'accord. Donc là, ils sont en période de reproduction, hein, c'est ça? C'est pour ça que... Voilà, ils sont en tout début de période de reproduction, donc c'est pour ça que le mâle fait la roue. D'accord, c'est une façon de... C'est une façon de séduire la femelle et de l'appeler. D'accord. Et donc c'est le fait de faire la roue qui amène, enfin qui fait que la femelle va vers le pan, ou il y a... Alors là en captivité évidemment qu'elle peut aller juste à côté. Oui. Mais dans la nature, donc en faisant la roue, Ouais. il va faire vibrer ses plumes, ça va créer des ondes sonores qui vont aller jusqu'à la femelle, Ouais. pour attirer les femelles jusqu'à lui. D'accord. Donc là c'est vraiment un multicolore que tu as, hein, c'est... Ouais. Alors lui c'est un pan c'est pas une espèce sauvage, on n'a que 2 pans d'espèces sauvages, le bleu et le vert. Ouais. Là on est sur un pan négripède. D'accord. Donc une espèce qui a été créée par l'homme. D'accord. Et le pan, c'est un animal que l'on chassait à l'époque du Moyen-Âge? Alors c'est pas un animal qu'on chasse puisque c'est pas un animal qui vit à l'état sauvage en Europe. Ouais. C'est un animal qu'on élève et qu'on élève pour manger à la fin du Moyen-Âge. À la fin du Moyen-Âge, d'accord. Après, Charlemagne, on avait chez lui comme animaux de compagnie, Ouais. et même peut-être le roi Harald Hardrada, où il est dit dans les textes qu'il avait des oiseaux exotiques. D'accord. Donc soit des paons, peut-être même des perroquets, on ne peut pas savoir à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Hop. Donc là, on continue la visite et on va s'arrêter sur quelque chose. Bon, ça n'a rien à voir avec les animaux, mais ça a à voir par rapport aux Vikings et à la reconstitution Alors, historique. Ça a à voir aussi avec les animaux. D'accord. Aussi, puisque là on est sur un petit bateau viking. Ouais. Alors je dis pas drakkar parce que drakkar ça n'existe pas. Non. C'est un mot qui a été inventé par un historien de marine français. On est sur un petit bateau qui fait 6 mètres de long, qui servait à la pêche, à transporter les animaux. Donc c'est pour ça que je dis ça a quand même à voir avec les animaux. D'accord. Et l'objet qui est juste devant, on est sur une arère d'époque viking reconstituée que nous avons fait nous-mêmes. Ouais. On peut voir les modèles originaux dans les musées en Scandinavie. C'est ce qui servait à retourner. Alors, je dis peut-être une bêtise, c'est ce qui servait à retourner la terre. Pas c'est ça retourner, puisqu'on n'a pas de versoir, on n'a pas de soc de charrue. Ça servait simplement à créer des sillons pour pouvoir semer les graines. D'accord. Donc bateau que l'on peut voir lors de vos fêtes médiévales, quand vous avez la possibilité. On peut voir dans les fêtes qu'on peut faire naviguer, on explique donc la construction au niveau des charpentes de marine, on explique plein de choses avec, évidemment. Ok, merci. Donc là, qui est aussi en relation avec la reconstitution historique et avec la ferme, puisque vous faites aussi au sein de cette ferme donc des animations médiévales. Alors pas forcément que des animations médiévales. On Ouais. a un nouveau qui arrive. Ah, Un nouveau qui arrive. Donc là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir sur les images. Timba, viens. on a un troisième. Donc on a un Lapin Koira, c'est un chien de troupeau de rennes. Donc c'est D'accord. une plus vieille race de chien à l'heure d'aujourd'hui, une race de chien qui a 9000 ans. D'accord. Donc nous on revenait sur les animations Ouais. médiévales. Donc oui, on fait des animations à thème aussi bien donc pour les écoles et les centres de loisirs. Mhm. Ou quand une école ou un centre de loisirs vient la journée, le matin on parle sur les animaux Mhm. et l'après-midi on fait de la thématique viking. Donc on fait une animation frappe de monnaie, tous les enfants repartent avec leurs pièces de monnaie viking. D'accord. Donc une pièce qui a été faite au Xe siècle par Eric Blodox, Eric à la hache sanglante.
D'accord. Après, devient un guerrier viking, où on habille quelqu'un en guerrier viking avec cotte de maille, casque, etc. Mhm. Et après, on a le tournoi des petits vikings, mais là, je vous laisse imaginer ce que ça peut être que le tournoi des petits vikings. Donc, en plus de recevoir des scolaires ou des centres de loisirs, Ouais. on peut faire sur la même thématique. Les goûters d'anniversaire. D'accord. Où Donc, les enfants, pendant 2 heures, font les activités comme les scolaires. d'accord. Et après, les parents ramènent le gâteau et on fait tout ça donc soit dans la tente à perche, soit dans la tente marchande. D'accord. Donc quand une école, éventuellement une classe vient vous visiter, concrètement ils y passent une bonne partie de la journée quoi. Alors ils arrivent entre 10h, 10h30 le matin. Donc Ouais. on a 2 petites heures de visite d'animaux, pause déjeuner. Dehors s'il fait beau, sinon on peut descendre dans la cave ou dans un des bâtiments à l'extérieur. D'accord. Et l'après-midi, animation sur les Vikings. En plus, au sein de la ferme, on a une exposition d'une trentaine de panneaux textes sur les Vikings. D'accord. Où ça retrace toute la vie des Vikings dans les grandes lignes. Ça, c'est une exposition qui a été faite en 2004 par l'abbaye d'Aoulas, Ouais. que j'ai récupérée ensuite, où ils me l'ont cédé quand leur exposition était finie. Donc cette exposition-là a été créée par Régis Boyer, et nous avons fait 2 interventions là-bas à l'abbaye d'Aoulas. D'accord. Avec ce matériel qui est présent ici sur la ferme maintenant. Donc si vous voulez visiter et voir ces panneaux, bah la seule chose à faire c'est de venir à la ferme quoi. C'est le petit plus. Voilà. Donc là nous avons on va dire le grandeur nature, enfin la taille adulte de l'auroch. Alors la taille adulte d'un auroch, alors évidemment qu'on est loin de la taille d'un auroch sauvage, Mhm. mais je pense que Onyx, donc adulte dans 5 ans, Ouais. sera plus grand, plus gros et surtout plus de cornes qu'Hiverno. D'accord. Et il a quel âge là? Il a 5 ans. 5 ans. Taille adulte des aurochs, on est sur une croissance lente, comme tous les animaux que nous avons sur la ferme, donc taille adulte à 5 ans. D'accord. Donc ce que vous avez vu tout à l'heure en format miniature, on va dire, bah, voilà à quoi ça ressemble en format adulte, sauf que celui qui est en train de grandir, le petit, devra logiquement être plus grand, en tout cas vous l'espérez, On l'espère. plus grand que celui-là. Alors, c'est surtout avoir plus de cornes, parce que D'accord. Hiverno, c'est quand même un des plus grands aurochs qu'on ait en France à l'heure d'aujourd'hui en termes de taille. Ouais. Mais par contre, il n'a pas beaucoup de cornes par D'accord. rapport aux aurochs qu'on peut avoir même en France, qui sont que des aurochs de boucherie pour la plupart, à part ceux dans les eaux, où évidemment c'est comme nous, ils sont là pour expliquer aux gens. Ouais. Mais comme vous voyez, on est quand même sur la bonne morphologie, le bon type Mhm. des animaux qu'on pouvait avoir sur l'art pariétal, donc sur la grotte de Lascaux, la grotte Chauvet. On est sur ces gros taureaux noirs, ces grosses vaches noires que les gens, il y a entre 30 000 ans à peu près, entre 30 et 15 000 ans, ont dessiné sur ces grottes. Voilà, donc là on est vraiment sur un animal entre guillemets reconstitué, hein, Oui, comme je disais tout à l'heure, reconstitué. de la préhistoire, Oui, tout à fait, tout à à fait. l'époque où les hommes vivaient. Contrairement aux rennes, qui eux sont les rennes, on les a élevés en semi-liberté, c'est les mêmes animaux que nous avions évidemment à la préhistoire ici par chez nous il y a 15 000 ans. D'accord. Donc un de nos plus vieux animaux avec lequel on travaille depuis plus de 10 ans. Ouais. Donc c'est Angus, notre Highland, notre bœuf Highland. D'accord. Je dis vache parce que c'est plus simple pour les gens. Donc race de vache qui était courante dans tout le nord de l'Europe au Moyen-Âge. Donc D'accord. race de vache qu'avaient les Vikings. Ouais. Où les Vikings les ont mis sur leur bateau, ont été donc en Islande avec, au Groenland D'accord. et même peut-être en Amérique du Nord. On D'accord. a donc
dans la saga des Groenlandais, des traces de gros taureaux noirs avec des grandes cornes et des longs poils qui font peur aux Skrælingars, les Skrælingars étant les Amérindiens. D'accord. Donc ça pourrait être des Highlands. D'accord. Et donc ça c'est ton animal que tu as le plus, qui est entre guillemets le plus ancien dans la ferme, enfin en tout cas un des plus anciens dans la ferme. C'est le plus ancien, alors c'est pas le plus ancien parce que nos premiers animaux c'était les chevaux, Ouais. mais au niveau vraiment animal de la ferme, c'est le plus ancien parce que c'est le plus vieux. Évidemment parce que la longévité d'une vache, une vache va vivre entre 20 et 25 ans. D'accord. Donc lui il a la moitié de sa vie. Donc là, il est, on va dire, en pré-retraite, puisque maintenant, on va beaucoup plus sortir en X, Ouais. puisque maintenant, il y a beaucoup de gens qui sortent aussi d'Highland sur les fêtes médiévales. J'étais un des premiers à le faire en France. Ouais. Et maintenant, je préfère sortir en X, puisque je suis le seul à proposer ça avec un auroch reconstitué D'accord. sur les fêtes médiévales ou les fêtes agricoles. D'accord. Bon, impressionnant quand même, surtout que celui-ci tu l'as amené aussi sur les fêtes, hein, si j'ai bien Alors compris. lui, il est monté, il est attelé, on a tourné des documentaires avec lui, on a fait des démonstrations de labour avec l'arrière que vous avez vu tout à l'heure, Ouais. notamment dans une émission de Mac Lesguy. Ouais. Voilà. Très bien. Hop. Et je vois que tu as aussi des ruches. Oui, alors on a des ruches qui sont pas à nous, parce que j'ai pas les moyens d'avoir des ruches et j'ai pas la compétence, malgré que j'ai étudié le sujet. C'est un apiculteur du village qui a mis ses ruches ici, donc je vais demander de les mettre pour la biodiversité, pour que ça puisse polliniser toutes mes haies et toute la flore qu'on a ici, et aussi sensibiliser les gens et les enfants et les jeunes qu'on reçoit à la protection donc, de l'environnement avec les ruches. D'accord. Ah, il y a une chose qui a... Si vous voulez filmer, vous me suivez, on peut être à 1 mètre d'elle, simplement pas être devant la sortie de... D'accord. Simplement, il ne faut pas se mettre devant la sortie de la ruche. Sur le côté, on peut être sans protection à 1 mètre des ruches, il n'y a aucun souci. Ah, c'est impressionnant, c'est aussi la première fois pour moi que je suis si proche d'une ruche. Alors il n'y en a pas qu'une, nous en avons 4. Ouais, 4. Et au fur et à mesure, on va augmenter le nombre. Là, c'était un essai l'an dernier, mais je pense que l'apiculteur d'ici va nous en mettre plus, puisque il est très content du rendu. D'accord. Grâce à toutes les fleurs que les abeilles peuvent butiner, aussi bien dans les haies que dans le pré. Ouais, c'est en même temps un échange de bons procédés. Tout à fait. Et ça permet d'avoir quelque chose en plus à présenter au public qui peuvent éventuellement venir nous voir, oui, tout à fait. Très bien, merci. Je pense que là on a fait un peu le tour de la ferme. Alors, le but n'est pas de faire 2 heures de tour de ferme, étant donné que le but c'est que vous veniez visiter en vrai cette fabuleuse ferme avec ces animaux qui ont cette particularité de ne pas être des animaux que vous pouvez retrouver dans n'importe quelle ferme. Ça vaut le coup, c'est à Gruménil, hein, c'est pas loin de Neufchâtel-en-Bray. Vous pouvez y aller en famille, moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps, les filles étaient super contentes, elles ont été super ravies de la visite. Et ça permet donc vraiment de découvrir des animaux qu'on pourrait voir autrement que dans les manuels scolaires ou en images. Fred, Nathalie, bonjour. C'était vu l'année dernière, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, on avait fait la visite de la ferme. La visite de la ferme pour faire découvrir un petit peu votre environnement. Et vous m'avez recontacté parce que depuis il y a eu quelques petits changements, malheureusement qui ne sont pas forcément à votre avantage, à ce que vous m'avez dit au téléphone. Donc c'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui pour qu'on fasse une sorte de petite interview pour expliquer un petit peu votre situation. Quelle est votre situation actuellement? Alors à l'heure d'aujourd'hui, je suis en accident de travail parce que début mars, en faisant du fumier, parce qu'ici, comme vous avez pu voir
L'an dernier, quand on s'était vu, on n'est pas motorisé. On fait tout à la main ou avec les chevaux, donc on n'est pas fumier, on fait tout à la main. Et donc, sortie d'hiver du mois de mars, en faisant le fumier, j'ai glissé avec la brouette qui était vraiment chargée. Et je me suis fait mal au dos. On pensait que c'était juste simplement qu'une sciatique ou des douleurs lombaires. Ouais. Et en fait, après avoir passé les examens, donc IRM, scanner, radio, j'ai peut-être une rupture partielle où les nerfs qui appuient, enfin les vertèbres qui appuient sur la moelle épinière, j'ai un déplacement de vertèbres d'1 centimètre, les hypophyses au niveau des L5, les hypophyses qui sont cassées, plus après plein d'autres soucis, notamment un nodule angiomateux. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas eu rendez-vous avec le neurologue. Il y a une opération qui est prévue, mais ça veut dire être arrêté pendant plus d'1 an. D'accord. Donc toute la saison 2019 là est compromise. Ouais. Donc là, tout 2019, pas de fête médiévale, pas de choses comme ça. Bon, à la ferme, on assure quand même de recevoir les gens. Alors évidemment, moi je ne le fais pas. C'est Nat qui fait toutes les visites. D'ailleurs, elle a fait les journées portes ouvertes de Bienvenue à la ferme la semaine dernière. Donc voilà un peu le souci, ou alors d'aujourd'hui, en termes de perte de chiffre d'affaires, on paie entre 2 et 4 000 euros par mois. D'accord. Donc à terme, malheureusement, la ferme risque d'être compromise, si j'ai bien compris. Alors oui, parce que évidemment que la banque, eux, ils vont vouloir être payés. Bien sûr. Au niveau des crédits. On ne va pas pouvoir assurer, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, en indemnité journalière, je touche 30 euros de la MSA, donc 900 euros par mois. Évidemment que ça ne couvre pas la perte à gagner. Alors pourquoi on ne va pas sur les fêtes médiévales? Parce qu'il n'y a que moi qui suis capacitaire. D'accord. Il n'y a que moi qui dispose des permis de conduire et des attestations de transport de tous les animaux, transport d'animaux vivants. Voilà pourquoi on ne peut pas faire de fête médiévale et assurer que évidemment l'élevage de chats, l'élevage classique. Donc alors d'aujourd'hui c'est ma douce et tendre, va me taper si je dis ça, qui s'occupe des animaux, en plus de faire l'élevage, et en plus elle aussi, elle avait mal aux épaules, donc on a passé des radios, et aussi elle a les épaules qui sont abîmées. Et la toubib nous a dit que de toute façon, elle ne tiendrait pas le temps de l'opération. Alors on ne sait pas quand est-ce que c'est programmé, mais après l'opération, le neurologue a dit c'est minimum 6 mois d'arrêt avant qu'il m'autorise à remettre un pied dehors. Donc concrètement, le seul moyen de pouvoir vivre aujourd'hui de votre passion et de faire vivre la ferme, ce serait de pouvoir avoir du monde qui vienne, plus de monde en tout cas, qui vienne directement vous voir. Alors au niveau des visites, après on a l'élevage de chats où on a quand même des demandes, donc on va peut-être augmenter un peu plus le nombre de mères pour avoir, mais surtout le gros souci c'est que tous les médecins m'ont dit qu'il fallait que je change de métier. Évidemment que moi j'ai pas envie. Bien sûr. Parce que qu'est-ce que nous allons faire de nos animaux? Pas les vendre, parce qu'aujourd'hui la plupart, il y a des vieux donc ils sont pas vendables, notamment Angus qu'on avait vu l'an dernier, les rennes, même les vieux cochons. On a des cochons qui ont plus de 10 ans sur la ferme, c'est les premiers que nous avons achetés, ils sont toujours là. Et évidemment qu'il va falloir que je me mécanise, que j'achète un micro-tracteur. Et à l'heure d'aujourd'hui, un micro-tracteur, c'est à peu près 9 000 euros d'investissement. En sachant que comme on gagne rien cette année, pas de sous, pas d'investissement pour pouvoir avoir un micro-tracteur. Voilà. Il y a ça, et puis il y a aussi le devenir de vos animaux, puisque si malheureusement la ferme s'arrête, les animaux vont être soit éventuellement replacés. Non, ils ne sont pas replacés, ça veut dire que si la ferme s'arrête, ça veut dire qu'on a été placé en liquidation, ça veut dire que la banque les aura fait vendre. D'accord. Pas dans des refuges, des choses comme ça, donc ils vont être vendus à des maquignons, à des marchands qui eux vont les mettre à la boucherie. D'accord. Ou sinon, s'ils sont trop vieux, ils vont être euthanasiés sur place. Voilà ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui quand il y a une cessation d'activité, peu importe l'activité en agricole. Les animaux qui sont bons à être mis à la boucherie, on va les vendre pour pouvoir que la banque gagne un peu de sous.
Et après, ceux qui ne sont pas vendables, on va les tuer parce que ça coûte de l'argent. Donc là, la priorité, c'est de pouvoir faire vivre la ferme, faire vivre les animaux, faire en sorte À l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer d'avoir assez d'argent pour pouvoir payer les frais courants. Payer les crédits. Après le micro-tracteur, ça on verra, ça c'est l'avenir, mais pour l'instant à l'heure d'aujourd'hui c'est d'assurer le courant malgré la perte de chiffre d'affaires. D'accord. Bon, donc ça passe éventuellement par des subventions, ça passe éventuellement par les dons. Subventions, dons, après nous on est en train de monter, évidemment que les médecins ils nous aident aussi, on est en train de monter, alors je suis pas forcément heureux parce qu'à 46 ans qu'on me dise qu'on fait un dossier de travailleur handicapé, mais avec l'opération que je vais avoir, de toute façon le neurologue nous l'a dit, même si ça se passe bien, je peux quand même rester paralysé avec cette opération là. D'accord. Puisqu'on touche à la moelle épinière. D'accord. En tout cas, il faut réussir à faire vivre cette ferme et faire en sorte de gagner de l'argent. Donc vous avez mis en place, je crois, deux appels aux dons. Avec la chef, Nathalie, je crois qu'il s'en occupe. C'est elle qui fait tout ce qui est informatique, ça c'est pas mal. Voilà. Donc explique-nous un petit peu ce que tu as mis en place pour que les gens puissent éventuellement donner pour sauver cette ferme. J'ai mis 2 cagnottes en ligne, Litchi. Ok. Et puis PayPal, parce qu'on avait des amis belges qui préfèrent passer par PayPal. Ouais. Pour eux, c'est plus sécurisant et tout. Ouais. Et sur la cagnotte Litchi, j'ai bien mis les radios de Fred, vraiment pour faire voir que c'est pas une escroquerie, chose que il n'est pas question qu'on fasse. Et puis je tenais aussi à stipuler, c'est qu'on fait un élevage de chats, mais on n'est pas une usine à chats. D'accord. Je tiens à bien préciser que nos chattes font qu'une portée par an. D'accord. Donc je préfère avoir 10 chattes que d'en avoir 5 et leur en faire 2 par an. Voilà. Nous, on préfère quand même le bien-être de nos animaux avant notre porte-monnaie quand même. Ouais, ça se voit de toute façon sur la visite que j'ai faite l'année dernière, on voit votre passion et on voit que vos animaux sont super bien traités. Donc c'est vrai que si ça peut éventuellement vous donner un petit coup de pouce. Là concrètement il y a un appel aux dons, donc je regarde la caméra, il y a un appel aux dons donc, qui est fait sur Litchi et Paypal. Vous allez voir en dessous, je vais mettre les liens, excusez-moi. Vous avez un site internet aussi, et puis essayez de se faire le plus connaître. Les écoles aussi c'est intéressant peut-être, les écoles les écoles, les centres de loisirs, comme on l'avait dit l'an dernier quand tu étais venu, je veux dire, les écoles et les centres de loisirs, on peut les recevoir à la ferme encore cette année. J'avais eu des demandes pour pouvoir me déplacer. Évidemment qu'à l'heure d'aujourd'hui, se déplacer, c'est pas possible. D'une part parce que je n'ai pas le droit de me déplacer suite à l'arrêt et que techniquement, là, le neurologue, il l'a bien stipulé. Tout choc que je peux avoir avec mes animaux, je peux avoir une rupture de la moelle épinière. Ouais. Donc une torsion du dos, ou si je tombe sur mes fesses, à l'heure d'aujourd'hui, ouais. Après, c'est vrai que on est un peu tombé de haut avec Nat quand on nous a dit ça, parce que j'avais mal au dos, mais j'avais pas plus mal au dos que ça. Mais vu l'état des radios, et si jamais il y a des gens qui ne croient pas, on peut fournir toutes les attestations, tout fournir possible, pour vraiment prouver que c'est vraiment vrai. Là, on est fin avril, ça fait déjà 2 mois que je suis arrêté. L'opération, on ne sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu. J'ai rendez-vous avec le neurologue le 9 mai. Pour la suite, et après, est-ce que je pourrais retravailler comme avant? Est-ce que je vais pouvoir remarcher comme avant? Ça, on ne sait pas. De toute façon, tout ce qui touche à la colonne vertébrale, c'est quand même des opérations qui sont assez lourdes. De toute façon, c'est le terme qu'il a dit, c'est une opération très lourde, avec du temps sur la table. D'accord. Donc, un appel aux dons de façon à ce que cette ferme puisse être sauvée. Venir aussi à la ferme Groning pour visiter les animaux,
c'est des rentrées d'argent supplémentaires. Ça c'est très important, donc vous aurez tous les liens sur la fin de cette vidéo. Et puis bah voilà, donc il est important que cette ferme puisse continuer à vivre et puis bah aussi que les animaux puissent continuer à vivre ici dans de bonnes conditions. Donc je vous invite fortement à venir, les écoles, les centres de loisirs, mais aussi les familles qui sont du coin. C'est pas si loin que ça, on est dans le pays de Bray, il y a le département à côté qui est le 80 je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, appelez-les, ce sont des gens qui savent recevoir, ce sont des gens super sympas et des gens passionnés. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.